Recording is on. Salut à tous, c'est Punk de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee Pasco. Et aujourd'hui, on va un peu vous parler du laboratoire dans quelques minutes. Mais dans un premier temps, je vais juste faire le point par rapport à ce qu'on a partagé sur les groupes et que Lee vous a envoyé par mail, qui est la méditation de Justine pour la paix dans le monde. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de cette méditation-là? Tu m'avais dit que c'est quand tu es revenu de Suisse que tu m'en as parlé. C'est une méditation que tu connaissais déjà ou tu l'avais jamais vue? C'était disponible dans un de ses cours il y a très longtemps. Et c'est pour ça que Marietta a tout traduit et enregistré. Et elle était très généreuse de nous donner ça gracieusement parce que ce n'est que 10 minutes, mais c'est pas quelque chose qui est trop lié à justement diplômé Silva ou quelque chose comme ça. Alors, comme j'ai dit dans mon mailing, attention, on parle de Dieu, Bien sûr. mais évidemment, c'est un prêtre, donc il va parler de Dieu. Mais justement, ça, c'est applicable à toute personne, tout niveau de croyance. Je trouve que c'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Justin, est-ce que tu peux en parler un peu? Parce que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a... avec le Covid, je ne sais plus, mais ça doit faire 3 ou 4 ans. La dernière fois qu'il est venu en France, c'est vraiment quelqu'un qui est ultra positif, qui apporte vraiment de belles choses, qui est, comme tu dis, il est prêtre. Tu peux en parler un petit peu, nous dire comment tu l'as rencontré, ça peut être aussi sympa pour les gens. Bon, alors, Justine Bellitz, je l'ai connu depuis très, très longtemps. Je l'ai invité plusieurs fois en France. Il vient aussi en Belgique et en Suisse. Il a justement tout un groupe de fans, si tu veux bien. Et comme tu dis, c'est quelqu'un d'hyper positif. Il est toujours souriant. Dans ses cours, c'est pas du tout, bon, c'est un prêtre, il faut qu'on soit solemne et sérieux et tout ça. Non, par contre, on danse, on raconte des blagues, on saute dans l'air, on chante. Donc, et justement, il y a un cours, chaque point de son cours est une ligne dans une chanson. Donc, quand on a bien appris, tout le monde se lève et on chante et on fait les mouvements, etc. Et ce que je trouve peut-être le meilleur compliment que j'ai eu pour Justin, c'était quelqu'un qui dit, mais moi, je suis athée, je suis venue simplement avec mes amis, mais justement, j'ai adoré le Père Justin et aucun problème, justement, que nous n'avons pas les mêmes croyances spirituelles, si tu veux. Mais bien sûr. Justement, il parle des choses beaucoup plus, quand même, globales, universelles, en fait. Donc, c'est pas du tout catholique, chrétien, limité, quoi. C'est juste spirituel. Oui, c'est ça. Et puis, pendant le cours, il n'en parle pas trop. Il fait vraiment des liens avec du développement personnel, comme on pourrait connaître aujourd'hui. Avec lui, bien sûr, sa perception, avec des ouvertures qui sont intéressantes. C'est vraiment, je trouve, quelqu'un qui est positif. Tu sais s'il va repasser un moment en Europe, si tu vas avoir l'occasion de le réinviter, ou là, depuis Covid, c'est un peu compliqué? Bon, donc c'est vrai que maintenant, il paraît que, parce que tout le monde a hésité pendant un moment, parce que chaque fois qu'on essayait d'organiser quelque chose, il y avait encore un confinement. Ouais. Et moi, je me suis trouvée à un moment presque coincée en Europe, en train de courir pour pouvoir rentrer chez moi. Mais là, je crois qu'il n'y a pas trop de risques que ça va arriver, et je crois que l'année prochaine, on va pouvoir recommencer à organiser des tournées pour Justin et d'autres justement visiteurs. Vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un, si vous avez l'occasion de faire son atelier, il est vraiment chouette. Comment il s'appelle son atelier? Comment il est nommé en français? En anglais, c'est Successful Living, et c'est Successful Living. Donc, la réussite, ça veut dire vivre pleinement. Et effectivement, on appelle ça la réussite, vivre pleinement en français. Alors, si vraiment vous avez l'occasion, aller à ces ateliers, ils sont vraiment chouettes, on s'amuse bien. Comme dit Lee, c'est hyper vivant, c'est très sympa. C'est un diplômé Silva, il a fait la méthode Silva. Il est instructeur Silva. C'est ça, oui. Il est instructeur. Je savais même pas qu'il était un centre religieux aux États-Unis, mais là, il donne des cours Silva. C'est un père franciscain, lui, à la base, c'est ça? Hein? Oui, franciscain. Oui. Il est vraiment fun. Et c'est amusant de voir dans le milieu du dev perso
quelqu'un qui pense vraiment comme ça, comme lui, et comment il est, comme dit Lee, on n'a pas l'impression d'être avec quelqu'un qui passe sa vie dans une voie déiste et religieuse. On est avec quelqu'un qui est hyper positif, qui s'intéresse à tout le monde, qui est ouvert à tous les points de vue. C'est vraiment très, très, très sympa. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, tout ça pour dire, c'était la méditation que lui a écrite. Alors, merci à Marietta aussi d'avoir partagé et traduit et partagé, parce que ça venait de l'anglais. Nous, de notre côté, on va vous envoyer sous peu, là, j'ai pas pu, début de semaine, mais la méditation qu'on vous avait partagée il y a 15 jours sur justement la méditation Silva qu'on va vous proposer de faire à 22h régulièrement. Je vous donnerai un petit peu comment on va s'organiser. Lee nous a refait une version plus factuelle. Donc, je vous partagerai celle-ci une fois qu'on aura bien vu différents éléments. Ce qui est chouette, c'est que Lee a retrouvé dans des newsletters des parties que, en fait, aident lui à modifier l'aspect technique avec, comme on vous avait dit, les 3 scènes. Et Lee a retrouvé différentes façons qui étaient proposées dans les newsletters et qu'on va plutôt vous proposer dans ce sens-là pour que ça puisse parler aux diplômés. Et puis à ceux qui ne l'ont pas, on va encore un peu modifier les choses pour que ça puisse être effectué par n'importe qui, pour que vous puissiez vraiment vous connecter aussi si vous avez cette intention-là. Et comme je vous ai dit, ce qui serait bien, c'est qu'après on fasse des mini-groupes pour faire pareil des méditations pour une personne quand il y a des personnes qui ont des problèmes, des maladies et autres. Si ça peut donner, autant en profiter. Et puis de toute façon, ça nous fait toujours la même chose. Quand on travaille sur autrui, on travaille aussi sur nous. Donc pensez toujours, je bosse sur moi, je bosse sur les autres. C'est vraiment l'état d'esprit. On ne s'oublie pas pour les autres et on ne s'oublie pas que sur soi et on pense aussi aux autres. C'est toujours le principe. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, donc on en avait déjà parlé pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent, quand on décodait un petit peu le cours, c'est le laboratoire. Alors le laboratoire, c'est un moment qui est assez intéressant pour la méthode parce que c'est, comme déjà l'avait expliqué Lee, un niveau à part entière, le niveau du laboratoire qui permet de travailler énormément sur soi et de créer son monde d'outils. Très souvent, dans le travail de Silva, vous avez vu qu'il nous propose plein d'outils qu'il a déjà mis en place. Mais au bout du compte, je trouve que le labo, c'est vraiment un moment créatif pour chacun d'entre nous et chacun peut commencer à mettre en place dans cette zone qu'on appellera le laboratoire des outils divers. Ce que moi, je pensais qu'il pourrait être assez sympa, c'est que on discute un petit peu des outils qu'on peut mettre, comment on peut l'utiliser, reparler un petit peu des guides qui sont des conseillers qui sont là, et puis un petit peu comment tout à chacun peut l'exploiter. Parce que ce que je suis assez étonné, on en avait parlé la dernière fois, c'est que beaucoup de techniques ne se font pas au niveau du laboratoire et que même parfois les personnes n'utilisent que très peu le laboratoire. Et alors j'ai trouvé que c'était intéressant parce que pour moi, ça fait partie complètement de mon process 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, après je fais 19, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 et après je fais salut les conseillers, yo-yo, ça va, et après je rentre dans mon labo. Enfin, pour moi, c'est toujours, ça fait partie de mon, pour un hypnotiste, je dirais, de mes approfondissements pour arriver à mon niveau somnambulique qui serait mon niveau laboratoire en fait, si je devais faire un comparatif. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ok, là je suis à mon niveau pour aller travailler sur des choses qui sont consistantes. Déjà, première chose, c'est amusant que est-ce que tu as l'impression qu'on met suffisamment en valeur le laboratoire en tant que tel? Parce que c'est quand même assez courant de voir que les certifiés, ils ne l'utilisent pas forcément tant que ça. Il y a énormément de variations. Ouais. Juste hier soir, j'ai eu une session de suivi pour le dernier cours à Paris. Et là, effectivement, il y a un monsieur qui va 3 fois par jour à son laboratoire. D'accord. Et il y a des autres qui disent « Ah, mais bon, j'ai du mal à visualiser mon laboratoire, etc. » Donc, vraiment, ça dépend beaucoup des gens individuels. Alors, personnellement, je n'insiste pas qu'on va au laboratoire chaque fois parce qu'il y a des trucs comme, justement, si on veut juste programmer un rêve ou les 3 doigts ou on veut programmer éliminer un mal de tête, on n'est pas obligé d'aller au niveau du laboratoire. C'est quelque chose qu'on peut faire
3A1, c'est un niveau de base. Mais chaque fois qu'on veut vraiment... Alors, ça s'appelle laboratoire parce qu'on fait de recherche là-dedans. Donc, chaque fois qu'on veut découvrir quelque chose, qu'on veut expérimenter quelque chose, le laboratoire, c'est le niveau idéal parce que tu as tous les outils, l'équipement, tu peux accéder justement à beaucoup plus de choses dans le laboratoire. Est-ce que tu as l'impression que, là tu as fait une remarque intéressante, que c'est parce que les gens n'arrivent pas à imaginer, alors là je fais bien la différence entre visualiser et imaginer, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils sont capables de visualiser un laboratoire, ils sont capables de visualiser un ordinateur, ils sont capables de visualiser différentes pièces, différentes salles qui pourraient créer des choses, mais qui n'ont pas mis encore leur imagination au service de ce laboratoire-là, c'est-à-dire vraiment se dire qu'est-ce que je peux y faire, comment je peux l'exploiter, qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus que mon niveau de base. Comment on pourrait susciter l'intérêt du laboratoire? Toi, si on devait être des marketeurs du laboratoire, comment on pourrait dire le laboratoire, c'est vraiment un super truc, le niveau de bien, c'est très bien, mais dans le laboratoire, vous pouvez faire plein de choses. Parce que c'est comme si le fait qu'ils puissent faire plein de choses, le diplômé a parfois du mal parce qu'il y a trop de choses ou trop de possibilités et que justement, c'est trop un cadre ouvert. Comment on pourrait faire pour que ce soit peut-être plus précis pour eux dans leurs travaux, dans leurs recherches, dans leur manière d'exploiter le laboratoire? Oui, alors déjà, dans mes cours, j'essaie de les faire comprendre que le laboratoire qui est à la fin de 303, en fait, c'est le résultat et la récompense et le but final de tout le travail qu'on fait toute la journée. Visualiser ceci, imaginer c'est ça, 1, 2, 3 chants ceci, 1, 2, 3 chants ça. Et quand on a fait tout ça, là, on est vraiment rodé. On est vraiment dans les meilleures conditions parce que maintenant, on peut créer le laboratoire. Et peut-être tu te rappelles, je compare ça à toute la journée. C'est comme si on étudie un instrument musical, on fait les gammes. Alors, c'est pas très intéressant, mais il faut qu'on pratique. Et quand on crée le laboratoire, là, enfin, on peut jouer de la vraie musique. On est dans la créativité et l'exploration, et c'est ça la vraie musique, quoi. Mais c'est vrai que ça serait peut-être bien de guider les gens dans les exercices où on revoit pas simplement ce qui est dans le laboratoire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ouais. Parce que là, on crée le laboratoire. Le prochain exercice, c'est l'anatomie humaine. Et là, on va dans le laboratoire, mais on n'utilise pas. Et on commence à utiliser vraiment uniquement quand on commence à travailler les cas. Et même là, il faut qu'on rappelle aux gens, mais pense à ceci, pense à cela, tu as tous ces équipements. Si tu ne trouves pas une réponse d'une certaine manière, alors utilisez quelque chose dans ton laboratoire. Aussi pour la correction mentale. Hein? Les conseillers, qui sont aussi les assistants du laboratoire, littéralement, peuvent vous aider à remettre des os en place, à masser, justement, à produire les médicaments, donc à inventer une machine qui va nettoyer, etc. Donc, tout ça, ça peut se faire dans le niveau du laboratoire. Et je trouve que beaucoup de gens qui sont déjà très créatifs, pour eux, c'est la clé, justement, de pouvoir switcher, de vraiment accéder tout de suite à la créativité sans justement chercher un peu comment est-ce que j'étais la dernière fois. Ça devient presque automatique. Tu entres dans le laboratoire et automatiquement, créativité est on. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui devrait, que les personnes devraient s'amuser à créer de façon quasiment automatique dans leur laboratoire? Quels seraient les outils de base qui, pour toi, seraient quelque chose d'utile de façon universelle, entre guillemets? Hormis le micro-ordinateur, où là, je pense que tout le monde peut assez facilement imaginer se projeter, ou des écrans, ça, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu penses qui pourrait être assez universel pour que les personnes se disent, tiens, par exemple, un body scan, un scan du corps quand ça va pas. Moi, j'ai une imagerie qui est toute simple. Hein. Je vais dans un espèce de caisson et le caisson, il me scanne, ce qui me permet vraiment de me dire, donc, je me pose dedans et dès que j'ai quelque chose qui me semble
particulier, une douleur, une gêne, un truc, bah, je vais avoir un signal qui me le dit. Moi, c'est un auditif, c'est un bip, mais ça pourrait être un signal idéomoteur si on utilise les principes d'hypnose, etc., etc. Qu'est-ce qui, pour toi, pourrait être, on va dire, quelque chose de quasi automatique dans le laboratoire des gens? En fait, on a déjà la liste de choses concrètes. Donc, on a la pièce, le fauteuil, le bureau, le fichier. Et puis, on dit de façon extrêmement générale les outils, les instruments et les équipements. Alors, ça peut tout dire. Et après ça, on a bien sûr les produits chimiques et les médicaments. Je crois que c'est tout. Oui. Mais dans cela, il y a tellement de possibilités. Et justement, moi, je connais personne qui a un laboratoire identique à quelqu'un d'autre. On a l'impression, tiens, on doit tous avoir la même chose, mais en fait, la variation, c'est énorme. Quelquefois, j'utilise l'exemple d'une dame que j'ai connue en Bretagne, qui était vraiment très, comment dire, trempée dans l'historique, les druides, la magie du passé, etc. Alors, elle avait, pour la pièce, elle avait une grotte. Pour au lieu d'une chaise, elle avait juste un tronc d'arbre. Ah oui, j'ai pas mangé l'horloge et le calendrier perpétuel. Elle a, qu'est-ce qu'on appelle ça? Un cadran solaire, par exemple. Le fichier était un grand livre de magie. Justement, toutes les infos étaient dedans. Les outils, les équipements étaient alchimiques et les produits pharmaceutiques et les médicaments étaient une seule chose, c'était la potion magique. Et tu peux te baigner dedans, tu peux l'avaler, tu peux mettre sous la peau, etc. Donc, ça sert à tout. Mais tu vois, tout ce qu'on nomme, elle a pris dans sa propre, comment dire, son propre style, tout ce qu'elle aimait, et elle a fait que ça devient chez elle. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que le laboratoire devient un chez soi. Ouais. Souvent plus que la maison physique où on habite. Ouais. Et c'est là où ça devient vraiment très personnel, très individuel. Ouais, moi, tu vois, ce que je suis toujours en train de m'interroger, parce que vraiment, quand j'en papote avec des Sylva, c'est vraiment pas quelque chose qui est mis en avant. Et je me dis, mais il y a... Tu sais, c'est toujours le problème du cadre. On a besoin d'être cadré. Or, l'un des problèmes qu'on a, c'est moins on est cadré, plus c'est compliqué. Plus tout le monde veut de la liberté, on est bien d'accord. Je veux qu'on me foute la paix, je veux pas être cadré, je veux pas rentrer dans une case. Mais si on rentre pas dans une case, ou si on se crée pas la case, c'est pas forcément une case qui est déjà disponible, en fait, on va nulle part, parce que souvent, on n'y rentre même pas, vu qu'on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Or, moi, avec cet aspect-là, que je trouve moi vraiment génial, c'est que souvent, j'ai l'impression que c'est pas exploité, parce que les gens peuvent tout faire et justement ne savent pas quoi faire. Tu vois l'espèce de dichotomie par rapport à ça, où tu te dis, mais si tu as un problème, va dans ton labo. Et les gens disent, ouais, j'ai parlé à mes conseillers. Et tu dis, c'est cool, mais tu as fait quoi dans le labo? Non, mais j'ai parlé à mes conseillers. Et limite, le labo, c'est devenu le centre de rencontre avec les conseillers, c'est tout. Tu vois, c'est pas exploité plus que ça. Pour eux, pour ceux avec qui j'ai discuté, c'est souvent, tu as l'impression qu'ils s'arrêtent à le labo, c'est saluer les conseillers, aller avec les conseillers, et puis limite faire une réunion avec les conseillers, ce qui est déjà super, ce qui est une très très bonne idée dans l'absolu, mais pas forcément exploité particulièrement. Après, ils vont plutôt dire, non, mais après, j'ai fait un travail sur le miroir de l'esprit. Tu vois, ils vont repartir sur autre chose, mais pas sur un élément qui est inclus dans le laboratoire. D'ailleurs, moi, le miroir de l'esprit, il se trouve dans le laboratoire, pour moi. Oui, je crois qu'une des choses qu'on peut faire, c'est d'expliquer aux gens que si jamais tu es en train de dire dans la vie objective, si seulement j'avais ceci ou cela pour m'aider, tu peux dire 1, 2, 3 et le créer dans ton laboratoire. Moi, je me rappelle par exemple un moment où j'ai visité un diplômé en Suisse qui était médecin, inventeur, et lui, il avait créé un truc extraordinaire. On se couchait sur une table, comme si une lit, et en dessous du table, il avait 7 haut-parleurs qui correspondaient à chacun des 7 chakras. Je t'ai déjà parlé de ça? Ouais, ça me dit quelque chose. Okay. Oui. Et puis,
il te mesure le pouls pour décider si tu as besoin d'être activé ou reposé. Et il choisit un rythme et tu te couches au-dessus des haut-parleurs et tu es justement harmonisé avec toute la vibration de la musique, ou quelquefois, en fait, il utilise le son alpha, le 10 cycles par seconde. Et les 7 chakras vibrent avec le 10 cycles par seconde. Alors là, c'était génial. Après 10 minutes, cela, je me sentis contre la bombe. Nettoyé, stimulé, super. Je dis, si seulement c'était pas en Suisse et j'avais chez moi. Je dis, mais oui, je peux le mettre dans mon laboratoire. Et voilà, et toute situation qu'on a eue dans la vie, on peut recréer dans le laboratoire. Et c'est accessible à tout moment. Donc, ça c'est intéressant. Hein. Souvenez-vous, un des points clés, on ramène de l'objectif du monde physique au monde psychique, donc au subjectif. On a tout un travail qu'on fait au niveau psychique. Là, tout à l'heure, j'écoutais encore les émissions de José, et puis c'est quelque chose qui l'explique vraiment. Il dit, il n'y a pas les limites que l'on a dans le monde psychique, dans le monde subjectif, et qu'on peut énormément travailler dessus. Et dans cette liberté-là, on peut créer, mettre en place, transformer notre état d'esprit, en faire déjà une réalité dans ce monde-là, pour après aller le travailler, le mettre en place, le développer dans le monde physique. Mais quand on a un blocage ou quelque chose qui ne correspond pas, j'aimerais bien avoir cet élément-là, parce que l'effet que ça m'a fait était chouette, vu que je ne peux pas l'avoir chez moi parce que c'est en Suisse, effectivement, ramener dans le monde psychique et se dire, OK, je me mets au même niveau que quand je suis dans cet état en Suisse et je ressens physiquement les choses depuis ma psyché, peut donner des feedbacks. On est toujours sur le même principe dont on parle souvent. Hein. Quand on est en train de penser qu'on est en train de shooter au basket, quand par exemple on s'est blessé le bras, on sait que nos muscles vont très peu diminuer alors qu'on ne le fait pas objectivement. Mais subjectivement, on est en train de créer déjà un réseau neuronal plus le réseau musculaire qui va moins fondre que si on était blessé, qu'on ne faisait rien et qu'on n'imaginait rien. Donc, on sait qu'en créant en interne du subjectif, on impacte quand même. Ça ne veut pas dire qu'on change tout, qu'on modifie tout au niveau objectif, mais on influence. Et là, on est vraiment dans cette idée-là. On influence le monde objectif. Donc, même si ça ne fera pas la même chose que se mettre sur la table objectivement en Suisse, le faire subjectivement avec la même sensation, la même connexion, va au moins arriver à un pourcentage où on va réellement vivre quelque chose. Ça ne sera pas 100%, mais ça pourra être 60% ou 70%. Et peut-être plus on l'aura fait, plus on l'aura ancré, nous on appelle ça un ancrage en hypnose, hein, plus ce sera facile de revivre ça dans le monde subjectif. Et là, je pense qu'on revient sur un élément que Lee précise souvent et que moi, je vous répète également beaucoup. Nourrissez l'image que vous avez, nourrissez dans le laboratoire, vivez vraiment l'expérience. C'est-à-dire que là, Lee, elle nous parle de 10 minutes, et vous pouvez vous dire, vous-même vous mettre un timer si vous voulez, 1 minute 30 par chakra et vous vous concentrez. Ok, j'imagine que ça vibre au niveau de mon chakra coronal, après de mon troisième œil, de ma gorge, du cœur, etc., etc. Et comme ça, vous pouvez peut-être et certainement, d'un point de vue subjectif, ressentir ça et obtenir d'un point de vue physique au moins des retours qui sont assez positifs et qui vous amènent quelque chose de bien. Et c'est, je trouve, un des points intéressants. On n'a pas la limite dans le subjectif, sans partir dans tous les sens. Si on est centré pour le ramener et pour vivre quelque chose d'objectif, au moins vous exploitez de façon fonctionnelle le monde subjectif. Parfois, ce qui est un peu dommage, et là on revient beaucoup avec la philosophie de Silva. Silva, pour lui, c'était vraiment, il faut que ce qu'on fasse serve à quelque chose, il faut que ça trouve une solution, il faut que ce soit utile en fait. Donc, c'est pas juste partir dans le monde subjectif pour se faire un trip, mais même si c'est très bien de voyager dedans et de s'amuser, etc. Mais c'est surtout pour se dire à chaque fois que je descends dans mon labo, je vais chercher quelque chose que je veux ressentir en interne et si possible le revivre en externe, c'est-à-dire avoir quelque chose qui me prouve que le cheminement que je fais en interne, dans mon labo, l'expérience, si on reprend le mot que Lee tout à l'heure proposait, hein, c'est un endroit où on crée nos expériences, un endroit où on cherche des réponses, c'est un endroit de recherche, que ces recherches amènent objectivement un retour dans notre quotidien. Et ça, je pense que c'est hyper important de le garder. Ce n'est pas juste j'ai fait dans mon labo et j'oublie. C'est j'ai fait dans mon labo et qu'est-ce qui peut se passer ou qu'est-ce qui va se passer dans le monde objectif. Je renvoie ce que j'ai fait de l'interne vers l'externe.
Et ça, je pense que c'est une mécanique souvent à prendre en compte. Et le laboratoire est chouette parce que si on regarde le mot que Lee a utilisé tout à l'heure, c'est un endroit où on recherche. Oui, mais on n'est pas que des chercheurs. On est aussi des acteurs. Les chercheurs, parfois, quand ils cherchent, ils sont malheureusement que dans leur labo. Ils peuvent trouver des super trucs, mais ça ne sera peut-être jamais vendu dans le commerce. Alors que nous, on doit aller chercher à l'intérieur de nous, trouver des réponses et des solutions et le mettre en application dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Et ça, je trouve que c'est important à prendre en compte. Et toujours en parlant de la réaction physique, quand on imagine quelque chose pour le corps, ouais. Pour les sportifs, ouais. Ils peuvent établir justement des lieux sportifs, ils peuvent établir du tennis, du football, un gymnasium complet, et peuvent faire toute leur pratique mentalement dans le laboratoire. Et on parle déjà de l'importance justement de faire beaucoup de pratiques mentales, mais le laboratoire, c'est fait pour cela. Oui, pareil, hein, pour les joueurs d'échecs, etc., c'est aussi des super endroits. Vous êtes à un niveau où vous êtes relâché. Alors, on va reprendre un petit peu d'un point de vue global. Pensez bien, quand on est dans notre travail perso, on a diminué nos fréquences, on tente d'aller plus vers l'alpha. En tout cas, on a notre niveau de base et on tente d'aller vraiment sur une fréquence en alpha, ce qui fait qu'on est plus relâché et détendu. Ce qui nous permet d'avoir plus possiblement de réponses par rapport à des problématiques. Et c'est en ça que c'est intéressant. Le labo peut nous permettre de nous dire, OK, j'arrive pas à être objectif, et là dans le sens premier du terme, par rapport à l'ensemble des problèmes qui m'arrivent à ce moment-là, j'apaise et je calme mes fréquences cérébrales, mon corps de façon, automatiquement, mon corps se relâche un peu, je suis moins focalisé sur ce qui me dérange, mais plus sur cette recherche de solutions. Admettons, j'ai besoin de m'entraîner pour quelque chose, un mouvement que j'arrive pas à passer en sport ou quelque chose que j'arrive pas à faire, je vais passer mon permis, j'arrive pas à faire un créneau, et le fait de pouvoir, de façon relâchée, répéter les gammes, et on reprend ce que disait Elie tout à l'heure, le mettre dans ce monde-là où on se donne la possibilité d'être dans l'échec et dans le succès, mais arriver petit à petit dans le succès, nous permet dès lors de proposer, parce qu'on est dans un état qui est très réceptif à l'ensemble du cheminement cognitif qu'on met en place et émotionnel, on met en place une facilité de réussir a posteriori qui est intéressant. Je pense que tout le monde l'a déjà vécu, même si vous n'avez pas déjà travaillé en Silva, en méditation dynamique, en hypnose, de remarquer que vous faites alors là c'est plutôt corporel, mais vous faites un exercice, vous le faites, on vous l'enseigne, vous n'y arrivez pas. Vous rentrez chez vous, vous dormez, vous recommencez le lendemain, ça va un peu mieux. Vous ne le faites pas pendant 3-4 jours, vous retournez à la salle et là, vous y arrivez. Votre cerveau continue à chercher les solutions pour parvenir à cette réussite. Et physiologiquement, c'est même parfois étonnant. On est vraiment à un niveau tout nul le premier jour et à la fin de la semaine, on arrive à le faire. Et bien là, en plus, avec le cheminement que vous pouvez faire en méditation dynamique, en alpha, en transe, etc., ça accélère ce processus, ou en tout cas, ça permet de l'intégrer plus facilement à l'intérieur de nous parce qu'on ne se stresse pas. On n'est pas en train de s'auto-flageller, s'auto-critiquer. C'est ce qui est souvent le cas. En fait, souvent, on n'arrive pas à quelque chose, ce qui fait qu'on s'énerve. On s'énerve, donc on se tend, donc on y arrive encore moins. Ça nous énerve encore plus, et ainsi de suite. Alors que retourner en alpha, se dire, OK, c'est bon. Et ça, on peut même le faire au moment où on est en train de faire les exercices. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, que ce soit intellectuel ou physique, amusez-vous à juste vous poser, vous mettre en alpha, aller au niveau au labo et imaginez que vous êtes en train de faire ce que vous faites à ce niveau-là. Et vous allez être étonné de vous dire que peut-être 1 minute plus tard, vous allez améliorer ce que vous êtes déjà en train de faire. Je pense que c'est toujours utile, si vous voulez replonger sur le labo, de ramener ça à du concret. Vous tentez quelque chose, ça ne marche pas, faites-le d'abord dans votre labo en 2 minutes et après remettez-le dans le monde objectif. Et vous allez vous rendre compte à quel point il est hyper intéressant d'avoir cet espace d'expression à l'intérieur de nous. Parce que tu en penses de ton côté? Oh, j'ai tellement d'exemples à donner de ça. Tu veux un exemple de ballet ou de golf? Ballet, vas-y, ballet, okay. C'est intéressant. Bon, alors, exemple concret. Une jeune diplômée, 11 ans, justement,
va à l'école pour apprendre le ballet. Et donc, elle a établi dans son laboratoire toute une salle de danse avec les barres et les miroirs. Alors, justement, elle disait, mais mon miroir de l'esprit, il est tout autour de moi, sur les 4 murs, comme dans une salle. Et là, elle s'imaginait, donc elle sentait, mais elle regardait aussi dans le miroir comment elle dansait vraiment de mieux en mieux. Et elle commençait à pratiquer le grand écart qu'elle n'a jamais pu faire auparavant. C'est bien ça, n'est-ce pas? Splits, grand écart. Grand écart, ouais, et très peu de temps après, dans la réalité physique, elle a pu faire le grand écart, bien qu'elle avait essayé depuis très, très longtemps, mais dans le laboratoire, elle s'est vue et s'est sentie en train de le faire. Donc, le cerveau l'a pris comme un fait accompli et voilà. C'est génial d'avoir toute une salle qu'on peut avoir parce que le laboratoire, c'est pas forcément une pièce, ça peut être tout un complexe. Et donc, elle avait une salle dédiée pour la danse dans son laboratoire. Le labo, c'est un vrai moment. Tout à l'heure, tu parlais de créativité. Alors, personne créative l'exploite certainement beaucoup plus facilement, mais c'est un endroit où vous pouvez développer énormément votre imagination. À vous dire, au départ, n'hésitez pas, si vous êtes encore un petit peu branlant avec cette idée-là, n'hésitez pas à reprendre des endroits que vous avez bien aimés, type la maison où vous avez grandi, et à la place d'être les pièces habituelles que vous aviez quand vous étiez gamin, amusez-vous à mettre des nouveaux éléments. Tiens, ici, la chambre de la sœur, à la place d'être sa chambre, ça serait une salle de muscu. Puis la chambre des parents, à la place de la chambre des parents, c'est, je sais pas, un endroit pour se soigner, un hammam, je sais pas, un endroit cool, un spa. Et amusez-vous à mettre au départ, à modifier les choses que vous connaissez. Comme ça, votre cerveau, il va dans quelque chose que vous connaissez, ce qui est déjà un cadre chouette, et après, vous créez des emplacements nouveaux dans des lieux que vous connaissez. Ce qui fait que ça sera plus facile que de prendre from scratch depuis le départ, à partir de rien, type j'arrive dans un labo et ça veut tout et rien dire pour tout à chacun. Prenez des endroits que vous connaissez ou que vous avez aimé, ça peut être un hôtel que vous avez passé, un Airbnb que vous avez loué ou un truc comme ça, et commencez à y mettre des phases, des endroits, des éléments qui sont utiles pour vous. Et là encore, moi je pense à l'ordi, je pense à toujours un endroit de relaxation, un endroit d'exercice, un endroit de conseil, un endroit, après c'est à vous de voir ce qui est utile pour vous au quotidien. Et n'hésitez pas à l'utiliser fréquemment pour justement développer et donner de plus en plus de substance, de saveur à ces emplacements-là. Et à les modifier, à les mettre à jour s'il le faut, à faire les travaux s'il le faut. Et vraiment penser ça comme une notion du réel. Parce que souvent, ce qui peut être dur, c'est se dire, mais je vais en faire quoi de tout ça? Et comment ça va être? Prenez une architecture que vous connaissez déjà. Ça peut être votre maison, votre appart, une maison dans laquelle vous avez vécu, un endroit où vous êtes allé, un hôtel que vous avez aimé, qu'importe. C'est quelque chose d'assez intéressant. Oui. Et tu as parlé que ça pourrait même être un hôtel. Alors, justement, il faut trouver un bon équilibre entre utile et agréable. Parce que si c'est uniquement utile, justement, j'ai fait ça récemment avec un stagiaire qui, depuis très longtemps, n'avait aucune envie d'aller dans son laboratoire parce que pour elle, c'était là où il faut que je travaille, il faut que je programme. Et c'était associé avec responsabilité. Et puis, après une soirée à thème, on a parlé pendant 3 heures du laboratoire. J'ai mis toute une série d'images de types de lieux on pourrait avoir. Et il y avait un hôtel de luxe. Et là, il avait « Oh, je peux avoir ça pour mon laboratoire !» Et ça a tout changé. Donc maintenant, elle a envie d'aller dans son laboratoire. Elle fait toujours les choses utiles. Mais maintenant, quand même, c'est aussi associé avec cette chose qui fait plaisir. Elle a envie d'y aller. Et c'est ça. C'est pas, surtout pas une vacance ou une évasion de la vie. C'est là où on va vraiment travailler sur la vie, mais c'est aussi un lieu où ça nous plaît. Ça nous plaît d'être là. C'est surtout ça. N'hésitez pas à nous faire un retour à ce sujet-là, c'est intéressant. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous pensez laboratoire, vous pensez boulot? C'est-à-dire que dès lors, c'est pas un endroit où c'est pas une zone de confort, entre guillemets, hein, j'exagère le terme, mais c'est genre quelque chose qui est contraignant d'y aller. N'hésitez pas à nous faire ce retour-là, parce que ça peut être intéressant. Effectivement, ça doit être un équilibre. C'est se dire, je peux y faire quelque chose qui me sera positif, et c'est pas forcément quelque chose qui va me contraindre.
retrouver de la relaxation et se retrouver dans un état d'apaisement profond, c'est un exercice, mais au bout du compte, ça nous rapporte quelque chose. C'est pas simplement je m'astreins à créer des choses et à devoir le faire. Donc c'est effectivement ça. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si pour vous le labo c'est soit quelque chose qui est assimilé que au boulot, ou si vous avez réussi à en faire quelque chose qui est global, où vous arrivez à bosser dedans et en même temps à y trouver un gros bénéfice pour être content d'y retourner régulièrement. Ça, c'est intéressant. On va s'arrêter là sur cette première partie et on va parler un petit peu des conseillers sur la deuxième.